Sur leroymerlin.fr. Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Il avait 7 condamnations sur son casier avant de commettre son crime. Dans le drame de Mérignac, la procureure de la République de Bordeaux a dressé tout à l'heure le portrait du mari meurtrier. Elle a aussi donné des détails sur le mobile du crime. Le mari jaloux qui doit être déféré devant un juge a parlé en fait pendant sa garde à vue. Frédéric Portery est la procureure de Bordeaux. Convaincu, selon ses dires, que son épouse avait un amant et qu'elle le manipulait, il aurait décidé de la punir des souffrances endurées, mais toujours selon ses propos, sans souhaiter la tuer. Il stationnait vers 7h15 du matin sa fourgonnette avenue Carnot et voulait, je cite, brûler un peu sa femme pour lui laisser des marques. Il la surveillait vers 18h. Elle sortait à nouveau et remontait l'avenue dans sa direction. Il sortait de la voiture avec un fusil et tirait 2 balles dans les cuisses de la victime. Un témoin le bousculait. Il disait qu'il en avait été perturbé. Il prenait un bidon d'essence dans le véhicule et aspergeait la victime. Il mettait le feu avec un briquet. Après avoir commis ses actes, il retournait à pied au domicile du 76 avenue Carnot. Il ordonnait au fils aîné de la victime de quitter le domicile, puis arrosait le garage et le premier étage d'essence avant de mettre le feu. Et le drame de Mérignac continue de faire réagir les associations et militantes féministes. Ce féminicide aurait pu être évité comme la majorité des féminicides en France, selon le collectif Nous Toutes. Pour faire la lumière sur ce drame, les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont lancé une mission d'inspection. Elle devra étudier les conditions de remise en liberté et le suivi du mari violent. Les prochaines conclusions sont attendues le 11 mai prochain. Quant à Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, elle est attendue au commissariat de Mérignac. Elle doit y rencontrer les forces de l'ordre et les acteurs locaux du Grenelle des violences conjugales. Elle s'exprimera d'ici une demi-heure. Pour ce qui est cette fois de la mort du policier à Avignon hier, le procureur doit également s'exprimer dans quelques minutes. Une personne est en garde à vue depuis ce matin, une potentielle cliente du dealer, auteur des coups de feu mortels, qui lui est toujours en fuite. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est entretenu cet après-midi avec les syndicats de police locaux et nationaux. Déconfinement d'un côté et accélération de la vaccination de l'autre. Emmanuel Macron a donné un coup d'accélérateur aux deux en quelques jours. Pour la vaccination, l'annonce est arrivée aujourd'hui avec l'élargissement de la vaccination aux 50 ans et plus à partir de lundi. La prise de rendez-vous pourra se faire dès demain et pour ceux qui ne sont pas encore éligibles, il faudra attendre le 12 mai pour pouvoir accéder aux doses qui n'auront pas trouvé preneur en fin de journée. Cet élargissement est salué par Hélène Rossineau. Elle est médecin spécialiste de santé publique et elle vaccine dans la région de Nancy. Mais en fait, cela ne fait qu'officialiser ce qui se passe déjà dans les centres. On l'écoute. C'est logique de desserrer. De toute façon, quand on avait des doses surnuméraires en fin de journée, quand on a des patients qui annulent leur rendez-vous par exemple, ou qui en fait sont récusés parce qu'ils n'étaient pas éligibles, il peut rester des quelques doses. Donc jusque-là, on avait quand même tendance à rappeler les patients qui étaient sur liste d'attente. On a aussi des patients qui faisaient la queue à certains endroits pour essayer d'avoir des doses, donc ça ne fait que rendre plus fluide, entre guillemets, ce phénomène-là, puisqu'on ne jette pas de doses. Ça va dans la logique actuelle, on reçoit des doses, on le voit au calendrier prévu, plusieurs millions quand même par semaine. Donc c'est important d'ouvrir au maximum. À noter, d'autres catégories de Français vont faire aussi leur entrée dans la vaccination. Les adolescents de 16 et 17 ans à partir de demain, mais uniquement ceux qui souffrent de pathologies qui leur feraient courir un très haut risque de forme grave de la maladie. Ces adolescents ne pourront être vaccinés d'ailleurs qu'avec du Pfizer. Concernant enfin la levée des brevets pour les vaccins réclamés par les États-Unis et qui semble aujourd'hui faire consensus au niveau mondial, la réponse ce soir du laboratoire allemand BioNTech qui est associé avec l'américain Pfizer pour le vaccin. Les brevets ne sont pas le facteur limitant la production ou l'approvisionnement de notre vaccin. Ils n'augmenteraient pas la production mondiale à court ou moyen terme. 2 bâtiments de la marine britannique, 2 patrouilleurs français et au milieu, des pêcheurs français dans une 50aine de bateaux. Entre démonstrations de force et manifestations aujourd'hui, ça s'est passé devant le port de Saint-Hélier à Jersey. Les pêcheurs français qui ont quitté la zone en début d'après-midi dénoncent les conditions de pêche post-Brexit. Ça concerne l'accès aux eaux poissonneuses autour de l'île anglo-normande. Et le dossier d'après-Brexit est au cœur aussi des élections locales outre-Manche. Les Britanniques votent aujourd'hui pour la mairie de Londres, par exemple, mais aussi pour le renouvellement des assemblées locales en Angleterre ou encore les nouveaux parlements régionaux du Pays de Galles et d'Écosse. Et c'est toute l'unité du Royaume-Uni qui est aujourd'hui en jeu et c'est encore plus vrai pour l'Écosse, Richard Place.
Un seul thème pendant toute la campagne, l'indépendance. Aujourd'hui, le Scottish National Party dit aux électeurs « Votez pour nous, c'est voter pour obtenir un nouveau référendum ». Le dernier date de 2014, ce n'est pas si vieux, et les Écossais avaient dit non, nous ne voulons pas quitter le Royaume-Uni. Mais 2 ans plus tard, il y a eu le vote sur le Brexit. L'Écosse s'est prononcée contre à 62%, mais elle a été emportée hors de l'Union européenne avec tous les Britanniques. Le Parlement d'Édimbourg incarne la résistance face aux conservateurs anglais, majoritaires à Westminster. Ils ne sont pas populaires ici et Boris Johnson est une figure honnie. Le SNP profite aussi de l'effondrement du parti travailliste en Écosse, dévoré par ces indépendantistes de centre-gauche et empêtré dans des positions jamais très claires sur le Brexit. Édimbourg, Richard Place, France Inter. Pas de RSA jeune. Les députés ont rejeté aujourd'hui la proposition de loi défendue par la France Insoumise et soutenue par les socialistes et les communistes. Pour les députés de la majorité et de la droite, les dispositifs sur mesure mis en place pour lutter contre les conséquences de la crise économique et sanitaire sont plus efficaces. 17h06 sur Inter. Demain sur France Inter, hommage à Henri Weber dans l'Instant M. 9h40, Sonia De Villers. Henri Weber, grande figure de la gauche révolutionnaire, devenu pilier du Parti socialiste, emporté par la Covid. Un documentaire retrace ses doutes et ses combats, une épopée racontée par ceux qui l'ont tant aimé. L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter. Du lundi au vendredi à 9h40. Tu fais quoi là, chérie? Je suis sur le site de Vérissure pour me renseigner sur les alarmes. Et pourquoi? Pour protéger notre maison, notre famille, pour éviter de se faire cambrioler, pour dormir sur nos 2 oreilles, pour partir en vacances l'esprit tranquille. Ça te suffit? Ah bah oui, t'as raison. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour commencer votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. C'est par Jupiter sur France Inter. Bonsoir à tous. Bonsoir Laetitia Gaillet. Bonsoir, j'aime bien. Bonsoir. C'est bien de saluer le soir, c'est bien. Bonsoir, Merci, j'ai l'impression qu'on est nombreux. Bonsoir, ouais. Vous êtes 3 Ouais. Ouais. Bon, allez, ouais. allez-y. 6. On est 6 à table, on est dans la légalité. Formidable. Merci Laetitia Gaillet, allons-y. « 9h dans le théâtre occupé de Par Jupiter. Théâtre occupé de Par Jupiter. Charline? Oui, Juliette? Combien de personnes sont vaccinées dans l'équipe? Eh ben, personne, on est trop jeune pour être vacciné. Ah bah d'accord, on est trop jeune pour être vacciné, par contre on n'est pas trop jeune pour mourir. Moi aussi je voudrais bien qu'on me vaccine là. Et Macron vient de le dire, à partir du 12 mai. Le 12 mai de quelle année? Ah, bah ça il a pas précisé, il a dit 12 mai. Mais y a pas moyen de gruger. Bah t'as qu'à essayer, t'as les cheveux gris, je vous la comme Vauquier. Eh bien moi, j'ai un rendez-vous de fixé pour la première dose. Quoi? Mais t'es même pas prioritaire. Attends, t'as une comorbidité, tu nous as rien dit? Non, bon, c'est vrai que je fais un peu d'allergie au pollen, voilà. Mais tu nous as menti sur ton âge alors? Alors t'es médecin en freelance? Bah non, je suis inscrite sur Vite ma dose. C'est un site internet. Et tu nous l'as pas dit? T'as gardé le plan pour toi? Attends, et quel plan là? C'est quoi ce site? Je suis pas au courant moi. Ah ouais? Vite ma dose. C'est un site créé par un jeune ingénieur qui permet de trouver un créneau de vaccination dans ta région. Ah d'accord, ah ouais, genre tu veux rencontrer les vaccins les plus chauds de ta région, compose le 8-12-12. Ok, je vois, c'est comme adopter un mec, mais pour un vaccin. Ah, Bah, si tu veux, ouais. Sauf que c'est gratuit, figure-toi. Et ça fonctionne en open data. Ah ouais, ça les data, ça moi je laisse pas mes données comme ça gratos, hein. On sait comment ça se passe, après t'as Bill Gates qui t'appelle à 4h du matin pour te raconter sa vie, non, ça, merci. Allez, non. calme-toi. Non, quoi, non. Calme-toi, Guillaume, Non. open data, mais c'est pas la même chose que les données recueillies par les GAFA. Ouais, c'est Open GAFA, c'est ça ton Non, truc. Hein. attends, Juju, mais t'as pris la dose de quelqu'un qui devait passer avant toi. Ah ouais, t'as tué un vieux en plus, Juliette. T'as fait perdre un auditeur à France Inter, là. Mais pas du tout. Enfin, j'ai pris un créneau qui était libre, en Ardèche. Pas du tout ta région, l'Ardèche. Bah non, c'est chez ma mère, l'Ardèche. Le rendez-vous vaccination, c'est pour ma mère. Attendez, l'ouverture de la vaccination à tout le monde à partir du 12 mai, c'est le 12 mai de dans une semaine. Oh la vache, oh, d'accord. C'est quoi ton site, Juliette, là? C'est quoi? Et la dictature des open data GAFA, donc subitement, c'est devenu démocratique. Va bien vacciner ta mère, ouais. Alors, vas-y, redis. Va bien vacciner ta mère. Toi et moi dehors. Bonjour, ici c'est la France Inter, bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pour faire rire, Juliette. T'es sûre que ça marcherait. Bienvenue à l'espace culturel Roselyne Bachelot. Oui, nous voici. Bon ben on a perdu Juliette dès le début. Je vous ai surpris, Juliette. Donc voici la devise: qui vivra verra peut-être la fin de la pandémie.
Au sommaire, le télétravail rend-il libre ou rend-il fou ou rend-il rentable? Une étude de Capgemini montre que 63% des entreprises sont plus productives avec des salariés en télétravail, qui pourraient donc devenir pérennes. Alors, heureux de travailler à la maison? Le Larousse tout frais vient d'arriver et c'est comme le magazine Vogue puisqu'il contient toutes les nouvelles tendances, mais au niveau des mots. Bon, comme cette année il y a eu une épidémie un petit peu envahissante, les nouveaux sont assez tournés vers le médical. Et tout bibou pas, on s'y est tous mis parce que parler la même langue, c'est archi important. Alors c'est à partir de là que j'ai commencé à devenir boulimique. Tu lis dans l'esprit des gens. L'Angleterre a rouvert ses pubs depuis 3 semaines et c'est déjà le drame. Une pénurie de bière se profile. Les estaminets sont rationnés. Était-ce à prévoir? Bien sûr, vous me prenez pour un alcoolique. Pourtant, j'ai jamais bu que ce qu'il me fallait. C'était rare que je dépasse mes 12 litres par jour. Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud. Et à mes côtés, une équipe que j'ai constituée qui est tellement pointue en sciences qu'on n'est pas à l'abri de résoudre la fission de l'atome avant 18h. Avec d'abord celui qui sait à peu près tout faire, musicien, animateur, chroniqueur juré, acteur, incubateur de jeunes pousses et j'en oublie, bref, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait un doc de maths, André Manoukian. Mais Juliette, comment vous savez que j'ai un doc de maths? Bonjour Juliette, bonjour Charline, bonjour tous les autres. Alors, je vais vous parler d'un accordéoniste formidable et je me suis dit que l'accordéon c'était un petit peu bien de faire revenir ça sur France Inter, bande de snobs. On est ravis, ça se voit pas mais on est ravis. Ensuite, l'inventeur d'un algorithme que lui seul utilise et qui consiste à savoir instantanément combien de badauds, locasses et extrémistes il y a par centimètre carré de bitume parisien, Guillaume Meurice. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Moi je me suis intéressé aux dissensions LR, LREM pour les régionales. Je suis allé voir les militants, les républicains qui vivent désormais dans la peur. Je crains qu'on ait un combat Hidalgo-Marine Le Pen. Oh l'angoisse. Cauchemar. Enfin, rien de ce qui touche au règne animal ne lui est étranger. Elle parle même la langue des jarres, avec un soupçon d'accent picard, soit. Mais attention, c'est le genre littéraire. Constance. Bonjour les amis. Dans cette chronique, il y aura aujourd'hui de l'agenda papier, de l'indignation et de l'hygiène. Mais pas de jarre. Non. Mais... Et voici celui qui va cueillir les fleurs de l'actualité. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Guillaume Rosier. Ah oui, oui. C'est lui. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupidémie. Bienvenue Guillaume Rosier. Vous avez 24 ou 25 ans ? 25 ans maintenant. 25 ans, voilà, vous êtes né en 96. Ah ben voilà. 25 ans, Guillaume Rosier, vous êtes ingénieur en informatique spécialisé en sciences des données et vous êtes souvent décrit par la presse comme celui qui a fait plus fort que le ministère de la Santé. Vous avez créé plusieurs sites, dont un qui répertorie tous les créneaux de vaccination disponibles autour de notre domicile, qui s'appelle Vite ma dose. Si je caricature, un robot qui scanne et centralise les données et trouve les créneaux près de chez vous. Ouais, c'est exactement ça. Vous faites cela bénévolement. Et vous avez eu cette idée d'abord pour aider vos parents et vos amis. Et... bon, 2 semaines plus tard, le site compte 6 millions d'utilisateurs. Toujours bénévole, donc. Hein, voilà. Alors, Guillaume Rosier, le président, a annoncé ce matin l'ouverture de la vaccination à tout le monde dès le 12 mai. Est-ce que le site Vite ma dose va tenir ? Est-ce qu'il va devoir s'adapter ? Ouais, on est en train de réfléchir. On va s'adapter. J'espère qu'on va tenir. Je pense que ça va tenir parce qu'il y a déjà beaucoup de trafic en ce moment et ça tient. Alors, je tiens à préciser, ça ne va pas être ouvert à tout le monde quand même le 12 mai. C'est uniquement sur les créneaux du jour même et du lendemain. Donc uniquement sur les créneaux qui restent. Donc on ne pourra pas réserver 2 semaines en avance. Mais quand même tout le monde. Mais quand même tout le monde, oui. Ouais. C'est le RAB. S'il y a du RAB, voilà, exact. on peut le trouver. Mais c'est pragmatique parce qu'en fait, on se rendait compte ces derniers jours, des fois, qu'on avait des vaccinodromes qui avaient plein de rendez-vous dispo pour le jour même ou pour le lendemain. Et c'est dommage parce que c'est des doses qui dorment une nuit de plus ou une semaine de plus. Et c'est dommage de pas les utiliser. Oui, évidemment. Alors, vous avez aussi, par exemple, créé Vaccin Tracker pour suivre l'évolution de la campagne vaccinale, entre autres. Alors, il y a aussi une tribune
qui est paru dans le journal Le Monde et qui demande un effort aux administrations pour donner un accès public des données, des data. Ce sont ces data dont vous êtes emparés pour pouvoir créer ces sites qui nous donnent une information chiffrée, précise de l'état d'avancement des vaccinations, des créneaux disponibles, etc. Donc l'idée, c'est de donner au public accès à ces data parce que ce serait évidemment plus démocratique. Il est vraiment important que ça arrive dans les mains des citoyens. C'est absolument crucial. Donc, c'est ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire c'est les données qui sont ouvertes, c'est les données qui sont publiées par les administrations, qui sont publiées de manière exhaustive et de manière libre sur Internet. C'est-à-dire qu'ensuite, chacun peut les télécharger, chacun peut s'en emparer et chacun peut les réutiliser, notamment dans des algorithmes ou dans des outils, pour mettre en lumière ces données et les comprendre. Et c'est important de comprendre que sans Open Data, Covid Tracker n'aurait jamais pu exister, Vitmados n'aurait jamais pu exister, Vaccin Tracker n'aurait jamais pu exister. Et donc en fait, c'est le fait que les différentes administrations, comme par exemple Santé publique France, publient l'ensemble des données épidémiques, sanitaires, etc. en open data très rapidement, dès mars 2020. C'est ce fait-là qui a permis à Covid Tracker d'exister et qui a permis donc d'épauler l'État, là où peut-être l'État n'a pas suffisamment bien fait. Et donc ça montre que voilà, c'est vraiment très important de publier toutes les données qui sont dans la possession des administrations. De l'autre côté, il y a des citoyens, il y a peut-être des organisations privées ou des organisations publiques qui vont réutiliser ces données, les mettre en lumière et leur donner un sens. Il n'y a pas que les experts qui les aient dans les mains ou l'État. Par exemple, comment évolue la campagne de vaccination, combien de nouvelles contaminations par jour, etc. C'est des données qu'on pourrait avoir. Et quand on voit l'adhésion massive qu'il y a eu à ce site Vitmados, par rapport à l'adhésion toute relative à tous anti-Covid, on se dit que c'est peut-être une bonne chose quand les citoyens s'emparent de ces données. Juliette. Oui, donc c'est une question de démocratie. Mais vous avez dit dans une interview que les open data, c'est aussi une arme contre le complotisme. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Ce que je veux dire, c'est que en fait, dans le cadre de l'épidémie, ça permet de déminer plein de théories complotistes. Aujourd'hui, si j'ai un complotiste qui me dit la Covid, ça n'existe pas, on n'a pas 20 000 ou 30 000 cas par jour, oui. C'est très facile. Je lui dis, tu vas regarder les fichiers qui sont publiés en open data, tu regardes combien de cas on a détectés hier dans ton département, dans ta tranche d'âge. Ensuite, tu vas interroger tous les laboratoires autour de chez toi et tu compares les deux chiffres. Et donc en fait, les données sont vérifiables. Okay. On peut vérifier les données, donc ça apporte vraiment de l'objectivité et ça permet de déminer ces théories complotistes. Et donc on peut imaginer ça dans tous les autres domaines, pas uniquement dans la santé, pas uniquement pour la Covid. Si les administrations publiaient vraiment toutes les données qui sont à leur possession, évidemment, sauf les données qui posent des problèmes au niveau vie privée. Hein. Il faut qu'il y ait un cadre très strict. Mais toutes les autres données, c'est très important de les mettre à la disposition des citoyens. Donc moi, je suis super open data, en fait. J'en parlais à Constance tout à l'heure. Je disais, viens, on va échanger nos data et tout ça, parce que c'est vrai, on pourrait s'en servir. Mais faites-le plus en coulisses, non ? Faites-le plus en coulisses, André. Faites-le avec le masque sur la bouche aussi. C'est mieux, hein, Juliette. Donc là, vous avez répondu aux complotistes. Est-ce que vous pourriez répondre à Sylvain Tesson ce matin, qui était interrogé dans la matinale et qui donc est devenu thanatopracteur et qui disait ceci. Et il ne peut pas aimer l'emprisonnement derrière les écrans et la soumission à une machine. Nous sommes soumis à des puces. Alors, est-ce que vous vous sentiez soumis à des puces, à des écrans ? Qu'est-ce que vous avez à répondre à Sylvain Tesson ou à Rimbaud d'ailleurs ? Moi, je ne me sens pas spécialement soumis à des puces ou à des écrans. Non, mais je pense que plus globalement, le numérique apporte énormément de choses hyper intéressantes. Et d'ailleurs, ça se voit avec toutes les initiatives qu'on a développées ces dernières années. Donc oui, il faut faire gaffe. Mais bon, il n'y a pas de soumission. Enfin, je pense pas. Hein. Non, vous n'avez pas l'air particulièrement soumis, c'est vrai. Non, ouais, je suis plutôt libre, je pense. Mais il est spécialiste, il avait déjà utilisé Ulysse pour critiquer les réseaux sociaux, donc ça ne lui pose pas de problème d'utiliser Rimbaud le numérique. Il est souple. Il est souple. Il est souple. Guillaume Rosier, donc en notre compagnie, ingénieur en informatique et créateur des sites Covid Tracker, Vaccin Tracker et Vitmados. Et là, je vous vois chez vous, en train d'aller sur Vitmados pour trouver un créneau. Télécharger les applis. Mais bien sûr, voilà, gratuit. Exactement. Mais faites-le pendant qu'on écoute Adriano Celentano avec Salutation, par exemple. E la benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Valutation, valutation.
Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation. Ma siamo in crisi ma senza andare in là. L'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va. Ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è. Ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché. Tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle station, sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination, assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è. Quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me. Par Jupiter, en compagnie de Guillaume Rosier, ingénieur en informatique. Où est-ce que vous travaillez aujourd'hui, Guillaume ? Pour une entreprise de consulting qui s'appelle Octo Technologies et qui est hyper cool. Et qu'est-ce que vous faites alors ? Et alors, en fait, je suis data scientist. Alors, data scientist, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le métier. Pour Sylvain Tesson, par exemple. Voilà, donc je vais lui expliquer. Alors, en fait, c'est les personnes qui vont traiter des masses de données informatiques pour leur donner du sens. Et donc, en fait, on va appliquer des algorithmes, des techniques algorithmiques, des statistiques pour faire, par exemple, de l'apprentissage sur ces données, pour prendre des décisions, pour les mettre en lumière, pour les comprendre. Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le deep learning, tous ces mots un peu, enfin voilà, c'est un peu des buzzwords que j'aime pas forcément, mais c'est ces techniques qui expliquent ça. Et donc c'est vraiment le traitement du big data pour en retirer de l'information utile ou pour apprendre des choses. Et Juliette Arnaud, vous êtes fondatrice du site Vite un Chardonnay, qui est présent autour de cette table. Un big data également. Il suffit de vous appeler en fait directement sur votre portable et vous nous dites le verre de Chardonnay. Là j'en ai dans mon frigo. Voilà. Parce que Charline m'en a offert. Alors Constance, André Manoukian et évidemment Guillaume Meurice. Oui, qui présente le journal, le petit père du peuple de la rue, bien sûr. Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. Le journal de presque 17h17. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de Luc Ferry. Ah bon, c'est la journée internationale du malaise ? Bah non, pourquoi ? Bah non, pour rien, on continue. Ok, on parlera aussi de l'action du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Là c'est la journée internationale du malaise. Mais Charline. non, enfin Bah, je comprends pas. Oui, enfin bon, on parlera aussi de la bière Cronenbourg. Vous voulez que je rappelle la fois où vous étiez saoul et que vous avez insulté un ficus pendant 1 heure ? Non, mais ça va pas quoi. Non mais c'est pas la journée internationale du malaise, hein, Charline. Bon alors on y va. C'est la journée internationale du coup de pression ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on commence par la politique. Oui, Jean-Michel Blanquer a annoncé que l'épreuve de philo sera maintenue, mais ne sera retenue que la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve du bac. Ah bah, vous voyez, Charline, si, voilà. Et quoi ?
Bah hier, vous disiez, Blanquer, il a touché le fond, il pourra pas faire plus n'importe quoi dans sa façon de gérer l'éducation nationale. Bah vous voyez, il peut. Faut pas le sous-estimer comme ça, Charline. Politique toujours. Hier, Luc Ferry était l'invité de la chaîne Non-Stop People et il a révélé le montant de ses revenus actuels. Vous êtes comment, Luc Ferry ? J'ai ma retraite de professeur d'université qui doit être de 3 000 €. Donc 3 000 € pour votre retraite. Et puis par ailleurs, j'ai mes droits d'auteur, c'est tout. Ouais. D'accord, ok. Il vous faut combien pour vivre, Luc Ferry ? Il me faut beaucoup plus que ça. Ah là 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 là. On pense jamais assez à ces anciens ministres comme ça en détresse. Avec 3 000 €, on achète quoi ? 2 baguettes, un paquet de pâtes. Mais comment il fait, Luc Ferry, pour mettre un petit peu de beurre dans les pâtes ? Qu'est-ce qu'il fait, Luc Ferry, là ? N'oubliez pas de faire un don pour Luc Ferry en envoyant 3 000 au 8 12 12 ou sur ferriton.fr. Pense à toi, Luc. Tiens bon, Luc. D'ailleurs, suite au psychodrame de l'affaire Muselier, Hubert Falco quitte les Républicains. Quoi ? Hubert Falco quitte les Républicains. Mais c'est un cataclysme. Et Robert Pantadou, il reste. Attendez, mais c'est qui ? Et Germaine Fermona, et Patrice Bidou, Philippe Bastien, est-ce qu'il reste ? Non, vous moquez de moi. Vous savez pas qui c'est Hubert Falco ? Non. On peut enchaîner ? Ok, international. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se rend au Liban avec, je cite, un message de grande fermeté aux dirigeants politiques à Beyrouth. Et on a récupéré son message, écoutez. Eh oh Hein ? Alors, ça va bien là quand même. Ouh là là, ça fait froid dans le dos tout ça. Enchaînons. International, toujours en Belgique, le couvre-feu prendra fin vendredi soir à minuit. Sauf qu'à Bruxelles, le couvre-feu démarre à 22h et pas minuit. Et donc les Bruxellois devront être sous couvre-feu de 22h à minuit. Attendez, quoi c'est clair, non ? Vous trouvez ça clair, Charline ? Ah bah oui. Alors, attendez, vous avez compris la stratégie du déconfinement en France, vous ? Ah bah oui, pourquoi ? Ah bah voilà, d'accord. Non, pour rien, c'est bon, on peut continuer. Alors, économie, la pandémie a fait reculer les ventes de bière Kronenbourg. Ah bah, moi, je pensais que c'était le goût des Kronenbourg qui avait fait reculer les ventes. Parce que moi, je préfère les bières belges, Charline. C'est bien, mon petit Guillaume. Oui, pour l'année prochaine, au niveau de mon contrat, on n'avait pas parlé... On enchaîne ? Ouais, on enchaîne, chef, comme vous voulez. Voilà. Allez, économie toujours, les parcs d'attractions pourront rouvrir dès le 19 mai. Ah, bah voilà, enfin, bonne nouvelle. Enfin, le gouvernement fait les choses bien. C'est même étrange. Attendez, j'ai pas terminé l'info. Les parcs d'attractions pourront rouvrir le 19 mai. Mais les attractions, elles, resteront fermées. Ah, voilà. Ah oui, bah là, je reconnais la patte du gouvernement. En sport, la joueuse française de tennis Sara Kakarevich a ironisé sur Twitter sur le gain obtenu suite à son élimination dès le premier tour des qualifications du tournoi de Prague, car son gain était de 2,25 €. Oh là là. Oh non, c'est scandaleux. 6 petits gains pour une joueuse professionnelle. Non, ce qui est scandaleux, c'est le fait qu'elle se plaigne. Alors qu'il y a des gens, par exemple, comme Luc Ferry, qui vivent en France et qui ont à peine de quoi faire le plein de leur SUV, quoi. Qui va payer le chalet à Chamonix, qui va payer les doudounes sans moi. Ça va aller, Guillaume. Comment il va faire avec cette info qui nous vient de l'espace. Une fusée chinoise s'apprête à s'écraser sur Terre sans que l'on puisse contrôler sa trajectoire. Et oui. Heureusement, il y a peu de chances qu'elle s'écrase sur des habitations. Un truc qui change tout le temps de trajectoire pour se cracher, on ne sait pas où. Cette fusée, c'est un peu la Aurore Berger de la conquête spatiale. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. 17h27 sur France Inter et à Grenoble. Vous êtes originaire, il me semble, Guillaume. Ouais, plutôt de Savoie, de Chambéry, mais j'ai fait une partie de mes études à Grenoble. Ah voilà, c'est ça alors. Ouais, depuis qu'elle habite à Paris, Charline, elle s'en fout. Ça sort en bord du périph'. Alors nous vivons à l'ère de l'homo télétravaillus. Et même si nous terrassons le virus, les employés de bureau ne sont pas prêts d'y retourner complètement. 63% des entreprises disent avoir constaté une progression de la productivité des salariés en télétravail. On se dirigerait donc vers un modèle hybride, mi-bureau, mi-maison, mi-homme, mi-ordinateur. Un projet qui n'a pas de limite, même pas à l'usine. Alors, très provisoirement, vous pouvez mettre une petite machine ici, mais petite. Qu'est-ce que vous faites là? Je tricote. Je vois bien que vous travaillez, mais vous êtes dans ma maison. Qui vous a dit de vous mettre ici? Demandez au petit excité dans la cour. Moi, je bosse. Allez, mon pied. Guillaume. Ah, chérie, tu m'as trompé. Moi, jamais. Si, avec ton usine qui maintenant envahit toute la maison. Bernadette. Quoi? Il faut que je produise 3000 CX22 en 3 mois. Et comme je ne peux pas m'agrandir, je dois trouver de la place chez nous. Annie Girardot, Fufu, bien extrait de la zizanie. Alors, Guillaume Rosier, vous qui semblez flairer les tendances et les évolutions de la société, c'est le grand changement? Il est là, une autre manière de travailler, un peu plus à la maison?
Ouais, moi je trouve ça hyper intéressant. Alors évidemment, ça s'applique que aux métiers qui peuvent être télétravaillés. Donc c'est maximum un quart, je pense, des métiers. Mais pour ces métiers-là, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a vraiment une tendance, il y a vraiment eu un changement. Cette épidémie a fait comprendre aux entreprises que le télétravail était possible et pouvait même être dans certains cas bénéfique, c'est-à-dire les employés plus productifs, mais ça pouvait aussi être bénéfique pour les employés. Aujourd'hui, en fait, le seul point bloquant, c'était les outils de communication qui ne permettaient pas avant. Enfin, les entreprises n'avaient pas forcément d'outils de communication, donc c'était compliqué de travailler à distance, c'était compliqué de faire des réunions à distance, etc. Maintenant, c'est possible, malheureusement, malgré la pandémie, grâce à la pandémie. Et donc, ça devient possible et ça permet des nouveaux schémas qui sont, je trouve, très intéressants, où on pourrait, par exemple, télétravailler quelques jours par semaine ou quelques jours par mois et travailler en présentiel le reste du temps. Évidemment, le lien social est hyper important. Des réunions à distance, c'est évidemment bien... C'est aliénant un peu quand même. Ouais, carrément. C'est bien moins bien que des réunions en physique, en présentiel. Mais donc ça permet des schémas où par exemple on peut habiter pas forcément très proche de son lieu de travail, où on retourne sur son lieu de travail quelques jours par mois ou par exemple 1 ou 2 jours par semaine ou 3. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup d'entreprises qui pérennisent le télétravail. D'ailleurs, c'est le cas de la mienne. On est en train de pérenniser le télétravail en obligeant un certain nombre de jours minimum de travail physique par année, mais ensuite en laissant la liberté aux employés de venir ou pas, suivant leur envie et leurs préférences. Donc ça, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la durée. Oui, ça va vraiment s'inscrire dans la tendance. On a des grosses entreprises plutôt aux États-Unis qui ont annoncé ça, comme notamment les réseaux sociaux, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça apporte de la flexibilité, ça permet... à certains moments, c'est plus agréable de travailler chez soi, on est plus tranquille, ça nous permet de faire plus de choses. On n'a pas forcément besoin en permanence d'être sur son lieu de travail et de faire un aller-retour Disons matin et soir. Disons que si ce n'est pas contraint et qu'on a le libre choix de pouvoir travailler un jour chez soi et un jour ailleurs, c'est plus acceptable que d'être contraint quand même. Je pense que la liberté là-dedans est très importante, c'est-à-dire ne pas obliger ni à télétravailler, ni à forcément à venir à 100% du temps en présentiel. Mais je pense que le mix des deux peut amener des choses qui sont hyper intéressantes. Un modèle hybride, c'est l'avenir, n'est-ce pas? André Manoukian, est-ce que... en voilà un modèle hybride. En parlant d'hybride... Ouais, parce que travailler chez soi, c'est pas marrant tous les jours quand vous avez un gros chien Bernard qui pue et qui se met sous votre piano et tout. Enfin bon, bref. Mais écoutez... Peut-être qu'ils pensent la même chose de vous aussi. Eh ben moi, je vais vous faire écouter de l'accordéon aujourd'hui, et ça tombe bien, il s'appelle Marc Berthoumieux, et lui, il vient d'Annemasse, on est contre... c'est la Haute-Savoie, c'est on est Savoie, Haute-Savoie, ici, ça rigole pas. L'accordéon, ça peut être très doux, surtout quand c'est lui qui le joue. On a en France des virtuoses de cet instrument populaire qui n'est pas forcément associé qu'au Tour de France. Pensez pour Yvette Horner, qui fut la première star a accompagné le Tour en 52. Elle était debout sur le tas d'une traction, un sombrero vissé sur la tête. Elle racontera plus tard que ce fut la pure épreuve de sa vie. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? À cause des gens ? À cause des moustiques. Ah voilà. Qui s'écrasaient sur des joues. C'était le temps où il y avait des moustiques. Dans les années 50, il y avait des insectes. C'était pas encore la fin du monde comme on vit maintenant. Donc les moustiques agonisaient sur son pare-brise mou, sur ses joues, quoi. Alors en parlant de musette, on revient quand même de loin. Parce que ce style est né dans les cafés de Paris. Vous avez remarqué, il y a toujours un petit peu de pédagogie. Alors, c'est rapport à l'année prochaine. Au début du XXe siècle, donc café de Paris, début du XXe siècle, tenu par qui ? Par qui les cafés de Paris au début Par les Auvergnats. Bravo voilà. Ouais. Les Auvergnats qui vendaient du vin et du charbon. Voilà. Et qui avaient un instrument préféré, les Auvergnats, qui était... L'accordéon. Non. La cornemuse. La saucisse. Oh, la cornemuse. Wow. Juliette, on voit qu'elle a des lectures, on voit qu'elle lit Flaubert et tout ça. Alors, la cornemuse, d'où le nom de musette, puisque une cornemuse, c'est une outre d'air que l'on gonfle et qui fait sonner des genres de hautbois. Je sais pas, elle est bizarre cette phrase, mais voilà, on vient de loin. Petit à petit, l'accordéon va donc remplacer la cornemuse, mais le style va rester une valse rapide, qui tourne beaucoup, histoire d'achever le travail du Saint-Zano. Si Juliette était encore un petit peu lucide, bim, on lui fait faire un tour de musette. Le bal musette est né, So French, et très vite, c'est une des rares musiques populaires qui soit vraiment française et qu'on ait inventée à base d'une rythmique. C'est pas un hasard si des années plus tard, le seul groupe français à l'export, ça va être les Négresses Vertes,
parce que les Anglais n'avaient jamais entendu ce truc. En Allemagne, c'est un genre exactement. Alors le bal musette est né, les accordéonistes vont rivaliser finalement de virtuosité, et un jour il y a un certain Django Reinhardt qui va se pointer, et là ça va être le jazz musette, et là on est dans une musique tellement qualitative que les gens du coup s'arrêtent de danser et se mettent à écouter, et c'est super intéressant quand les gens s'arrêtent de danser pour se mettre à vous écouter. Ça peut être angoissant, mais c'est plutôt intéressant. Alors, dans ma très courte carrière, moi, par exemple, de balochard, donc balochard, musicien qui est obligé de faire des baluches pour gagner sa vie, mais c'est la première marche d'un escalier qui pouvait mener très haut, jusqu'à France Inter, par exemple. Je me rappelle avoir vu une amatrice d'accordéon se précipiter sur l'accordéoniste du groupe en disant « Oh, moi, les accordéonistes, je les aime tous. Yvette Horner, Verschuren, Émile Zola. » En fait, elle voulait parler de Marcel Azola, le célèbre accordéoniste de Jacques Brel, celui qui s'est fait encourager avec un chauffe-Marcel devenu célèbre. Peut-être elle voulait parler de Piazzolla aussi, le bandéoniste argentin qui révolutionnait le tango au point de se faire excommunier par ses pairs. Que nous propose Berthoumieux. Un son d'abord très doux, un phrasé ensuite, fluide, sensuel, un jazz du monde enfin, de nos origines à nous, parce que cet accordéon que l'on pourrait qualifier de franchouillard, il existe tout autour de la Méditerranée, de l'Italie du Sud, de l'Espagne, en passant par la Grèce ou même Beyrouth. Nos racines méditerranéennes sont encore plus belles quand elles sont exprimées en musique. Berthoumieux, dans cet album, il s'est adjoint la fine fleur des cavaliers de l'impro. Il nous sert un jazz sensuel. Alors, on a un super guitariste flamenquiste qui s'appelle Louis Winsberg. On a Giovanni Mirabassi au piano, Laurent Verneret à la basse, Stéphane Huchard à la batterie. Et la chanson qu'on va écouter maintenant, elle nous touche particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la fois tendue avec des rythmes, avec une certaine richesse, mais en même temps, il y a le plus dur à faire en musique, une ritournelle simple, lancinante, une mélopée joyeuse, un chant qui mêle avec bonheur Orient et Occident, nostalgie et espoir, passé et futur. C'est un train d'enfer qui avance au ralenti, une métaphore de vivre et chanter ensemble en ces temps de tribalisation débile. Bref, Berthoumieux fait son job de musicien, rassembler, relier la religio que les Romains opposaient à la superstitio, la religio qui relie les hommes dans un rite contre la superstitio qui les enferme et les oppose dans des croyances. Une seule religio, la musique, le bal du monde.
Oh, il y a toutes les musiques que j'aime dans cette musique. Ça s'appelle Le Bal du Monde et c'est Marc Berthoumieux. Regardez le clip, il est super. Merci André Manoukian pour cette très belle découverte. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Notre invité Guillaume Rosier, qui est ingénieur en informatique spécialisé en sciences des données et il est le créateur des sites Covid Tracker, Vaccin Tracker et Vite ma dose. Je vous vois sur Vite ma dose. Je vous vois. Guillaume Meurice. Oui, je voudrais défendre aujourd'hui les opprimés, les moquer, les rouler dans la boue. Je ne parle pas des fans du compte Instagram d'André Manoukian, parce que je dirais qu'ils l'ont quand même bien cherché. Ils aiment les gens qui posent la chemise entrouverte sur une forêt de poils, des fleurs dans la main et le regard au lointain. Il est jaloux, il n'a pas de poils. C'est leur problème. Je parle des militants, les Républicains, qui sont discriminés partout en France à cause de Macron, notamment en PACA. Je veux dire, c'est terrible parce que normalement, la région PACA, c'est une réserve pour les militants, les Républicains. On n'a pas le droit de les capturer. Et là, Macron, il arrive, il prend direct le mal dominant. Il chope directement, quoi. Au Muselier, il s'attaque à tout. Macron, même à Xavier Bertrand dans le Nord, il s'attaque. Alors que Xavier Bertrand, quoi, il est tout mignon, tout doux, on dirait un panda. Il a une voix, on dirait un sophrologue. C'est vrai, hein. Trouvez votre enfant intérieur et dites-lui d'aller bosser parce qu'il crée de la dette. C'est doux, voyez, on se sent bien. Xavier Bertrand, Macron, il arrive, il respecte rien du tout. Et évidemment, qui fait les frais de tout ça? Le militant, le sympathisant LR. Alors, je suis allé à son chevet ce matin, parce que je les connais bien, les militants, les Républicains, parce que depuis le temps qu'on se côtoie, j'ai pu tisser, je dirais, une relation de complicité avec eux. Voilà. Et ils se sont confiés. Et ils ont bien le seum. J'ai envie d'arrêter la radio dès que j'entends ça maintenant. Pourquoi alors? Expliquez-moi. Je n'ai pas beaucoup à expliquer, ça m'agace que tout de suite on essaie une alliance et puis on la désalliance tout de suite après. Voilà. Ce conflit qui redémarre, ça m'attriste. Ouais, moi aussi. C'est un crève-cœur de voir tous ces gens brillants qui n'arrivent pas à s'entendre comme ça, tous les museliers, excusez-moi. Valérie Pécresse. Quel hypocrite. Christian Jacob, c'est dur, tous ces petits anges de l'intérêt général. Salaud de Macron qui casse le rêve de les Républicains. Mais c'est vraiment, oui, il est déjà sur la présidentielle, quoi, c'est ça. Voilà, donc c'est son objectif, donc voilà, c'est politique. Et ce serait quoi la différence politique entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron? Ça j'avoue, je sais pas. Si, quand même, si, là, c'est quand même facile. Xavier Bertrand, par exemple, c'est un mec... alors, aidez-moi, Charline, non, ouais. Ouais. Enfin, il y a des différences. Voilà. Enfin, en tout cas, ils sont pas compatibles. Non, ils sont pas compatibles. Pas du tout? Non. Mais c'est quoi les différences qu'il peut y avoir alors entre LREM et LR? Au niveau politique, c'est que LR se droitise de plus en plus. Macron se droitise. Enfin, non, ils seront pas compatibles. Non. Il y en a un qui se droitise alors que l'autre se droitise. Donc ça n'a rien à voir. Il y en a un qui fait campagne sur les thématiques du Front National alors que l'autre aussi. Voilà. Il y en a un qui crache du sang dès qu'il voit de l'écriture inclusive alors que l'autre, pareil. Il y en a un qui s'en fout de laisser crever les réfugiés en mer et l'autre, ouais. Donc rien à voir. Hein. C'est difficile d'ailleurs de comprendre un mec comme Édouard Philippe qui va, lui, de LR à LREM jusqu'à même peut-être viser la présidence. Ah, Édouard Philippe serait très bien. Alors là, je partage. Ah oui, mais alors, il est LR ou LREM? Justement, je crois qu'il a le cul entre deux chaises. Et vous alors? Moi, au niveau de votre cul? Il est entre deux fromages. Eh oui, le sympathisant LR a le cul entre deux fromages. Entre deux camemberts. Président? Oh, je crois beaucoup à l'humour, moi, pour nous sauver des situations comme ça difficiles, de toute cette angoisse. En attendant, les lecteurs LR vivent très très mal les trahisons. Il a trahi. Mais oui, il a trahi. La trahison, est-ce que c'est pas un grand mot? Non, c'est pas un grand mot. Ils se sont crachés à la figure après s'être donné la main et s'être embrassés. Ça c'est dégueulasse. Bon, déjà au niveau des gestes barrières, c'est quand même n'importe quoi. Et puis on ne fait pas ça quand on a un homme politique de droite qui a des valeurs. Je sais pas, chez les Républicains, on fait pas ça. Regardez Sarkozy, est-ce qu'il a déjà trahi? Non, alors là c'est pas un bon exemple du coup. Mais regardez Guillaume Pelletier par exemple. Guillaume Pelletier, c'est un mec qui n'est. C'est qui? Ouais, alors bon, voilà, en plus vous connaissez pas. Bruno Retailleau. Alors Bruno Retailleau, le mec, est-ce qu'il vous a déjà trahi, Charline? Jamais. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans votre vie privée, mais voilà quelqu'un de facile à vivre, honnête et droit, on l'embrasse, qui n'oublie pas de prendre le pain. Vous me disiez tout à l'heure pour ce soir. Heureusement qu'il est là parce que les électeurs de son parti sont dévastés. Ils ont tous trahi, tous ceux que vous voyez de LR qui sont dans le gouvernement, ils ont tous trahi. Voilà. Vous êtes en colère aujourd'hui? Oui, je suis en colère. On nous prend pour des pauvres gens. Oh là, c'est ça le plus terrible. On les prend pour des pauvres gens. Ils ont l'impression d'être pris pour des pauvres gens, alors que normalement, c'est eux qui se font niquer. C'est les pauvres gens. C'est pas les électeurs de LR, c'est comme ça depuis le début de l'humanité, je ne vois pas pourquoi ça changerait.
Non, ça vous émeut pas, non? Et on me regarde comme ça, là. non, D'accord, il y a non, une catastrophe qui se passe devant vos yeux. D'accord, Balek. Bon, moi, voilà, je trouve ça fou d'en arriver là. Il est temps de conclure, d'ailleurs, parce que je sens qu'émotionnellement, c'est compliqué pour moi, c'est éprouvant, toutes ces magouilles. C'est des magouilles parce que LR savent très bien qu'ils vont avoir, si LRM est élu, ils auront des postes de ministre, il n'y a que ça qui les intéresse. Est-ce que c'est la première fois chez les Républicains que ça magouille comme ça? Ben oui, à mon avis, oui. Aussi fort, oui. Vous savez, ça donne envie. Ou on vote Marine Le Pen ou on vote rien du tout. Voilà, un petit peu le bilan. Voilà où en est le militant Les Républicains, obligé de voter pour Marine Le Pen, que Darmanin, l'ancien LR, qualifie lui-même de trop molle. Bon, j'arrête là parce que pour moi, c'est trop dur. Guillaume Meurice, merci Guillaume. Ouais, c'était important. Oui, mais c'était important de leur donner la parole. Ouais. J'y mets de moi aussi. Je vois. Je laisse des plumes. Remettez-vous. Guillaume Rosier, Juliette a un deuxième thème à vous soumettre, que vous lui avez suggéré d'ailleurs. Le linguiste en charge des nouveaux mots du Larousse, c'est formel. Depuis la Révolution française, on n'avait pas vu un tel bouleversement linguistique. D'habitude, chaque année, il entre 150 nouveaux mots. Cette année, c'est 170 et personne n'a renaclé pour les apprendre, les entrants. C'est qu'ils ont servi à raconter notre année de pandémie. Là où on sait que vraiment un mot, il a bien pris, c'est quand il peut servir de munition pour s'engueuler avec les autres. Qu'un prétende que le monde post-Covid ne sera plus jamais le même, il est certain que notre langage a lui déjà bien évolué. Notre dictionnaire, le Petit Grobert, a déjà sélectionné quelques mots pour son édition 2021. Et tu bosserais pas dans le commerce non essentiel, toi? Ça va? T'as ton justificatif de prise de parole? Va te faire dépister chez Raoul, Et phase toi de pandémie. Et toi, va chier dans ton cluster. Pauvre cas contact. Ta grand-mère, en réa. Tu sais quoi, t'as trop une haleine d'hydroxychloroquine. Va te faire confiner chez les Grecs. Oh, couvre-feu, ok? Et le nouveau geste barrière, tu le connais? Disponible en librairie, l'édition 2021 du Petit Grobert, avec plus de 100 nouveaux mots indispensables pour bien parler le confiné. Oui, alors là, c'était pas pour de vrai, hein. C'était Groland. Dans le Larousse, il y a 63 500 mots. Il y en a 70 nouveaux cette année, c'est-à-dire que le pourcentage de nouveaux mots est de 0,27. Wow. Ouais, ça n'a aucun intérêt majeur, mais vous voyez, il n'y a pas vous qui êtes bon en maths. Voilà. Donc ça, il faut le rajouter à Covid Tracker. Vous pouvez le rajouter. C'est vous qui nous avez proposé ce sujet sur les nouveaux mots de cette année. Vous êtes hyper bon en chiffres. Là, tout à coup, vous nous proposez un sujet sur les lettres, enfin les mots. C'est quoi votre ambition, gagner les chiffres et les lettres? Ouais, exactement, c'est ça. Je brouille les pistes. Vous me faites peur, bon, je vous rassure, je suis meilleur sur les chiffres que sur les mots. Hein, mais non, mais je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, je me disais, il y a plein de mots qu'on prononce aujourd'hui. Que moi en fait j'avais jamais prononcé ou quasiment jamais. Par exemple, c'est tout bête, mais réanimation, je prononçais le mot extrêmement rarement avant, ou nasopharyngé, enfin ce genre de mots. Ça, moi, maintenant vous êtes fluide. Et puis maintenant on le dit beaucoup plus, ou même des choses comme hydroalcoolique, enfin le gel hydroalcoolique, on n'en parlait quasiment pas. Quatorzaine ou quinzaine, je me disais même coronapistes, les coronapistes de cyclables, enfin les pistes cyclables pour les vélos, ouais. Pour les vélos. Voilà, enfin c'est des mots qui ont été inventés. Télétravailler, on disait très rarement non plus. Mais pour les premiers mots que vous avez cités, ça donne pas un petit peu l'impression que tous on a fait 9 ans de médecine? Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, c'est vrai. Il y a des mots techniques de médecine qui sont rentrés dans le langage courant à cause de ce qui s'est passé ces derniers mois. Ouais. Mais voilà, et donc je trouvais ça hyper intéressant de voir à quel point finalement notre vocabulaire a changé en même pas un an, et aujourd'hui c'est devenu courant, c'est devenu des mots du langage quotidien. Mais il s'est enrichi ou finalement il s'est appauvri parce qu'il a remplacé des tas d'autres mots comme fête, Romain Michel. Non, ils ne sont pas perdus. D'ailleurs, il y a un mot qui était très important au Moyen-Âge, qui est le mot écouvillon, qui avait complètement disparu et qui là, à la faveur de cette épidémie, a une seconde genèse. Donc la seconde genèse de fête et bamboche est en train de revenir, Charline, ça va arriver. Moi je dis c'est pas tant une question de vocabulaire qu'une question de... Par exemple, moi, mon gros sujet, c'est l'improvisation. Vous me connaissez, 3 lignes et puis après une chronique. Mais bref, l'improvisation chez les musiciens, c'était
pratiquée jusqu'à la fin du 19e siècle. Et tout d'un coup, on a cessé d'apprendre l'improvisation aux musiciens, on les transforme en lecteurs. Mais en même temps, on cesse d'apprendre la rhétorique à l'école. C'est-à-dire que tout d'un coup, si on parlait de Rimbaud tout à l'heure, regardez comme ils écrivaient, mais j'ai envie de dire, dans toutes les classes, finalement, imaginez qu'on apprenait aux gens à s'exprimer, on apprenait aux enfants à s'exprimer, à construire leurs pensées. Et tout d'un coup, dans une même volonté, on cesse d'apprendre l'improvisation, la rhétorique. Donc c'est pas tant les mots et la richesse des mots, c'est comment on se sert des mots, comment on arrive à faire des phrases, comment on arrive à construire. Et moi qui suis un tout petit peu dans la partie, puisque je fréquente aussi des geeks, c'est même plus un appauvrissement du langage là qui se passe, et tout d'un coup un jargon franco-anglais qui devient riche, mais qui est super riche et qui est porteur presque d'une littérature et surtout d'une manière de penser. En tout cas, le Larousse aura fait une chose assez jolie, c'est qu'ils ont décidé de donner les 2 genres au Covid, puisque l'Académie française a voulu à toute force que ça soit la Covid et que la rue préférait dire le Covid. Le Larousse a tranché. Le mot Covid a les 2 genres. Voilà. Et d'ailleurs, on dit le Covid long. On ne dit pas la Covid longue. Enfin, mais bon. De toute façon, moi je me fais taper sur les doigts, que je dise le ou la, je me fais taper sur les doigts sur Twitter immédiatement. Maintenant, vous pouvez sortir le Larousse. Enfin, moi, je parle comme le Larousse. Avec les données, faites des statistiques. Oui, on peut. Guillaume Rosier, avec nous, il a 25 ans, il est ingénieur, il a inventé Vite ma dose. Je vous vois, vous êtes sur le site. Je vous vois, ils vont prendre tous les créneaux. L'émission va se terminer, il n'y aura plus de créneaux. Constance. Oh là 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 là, c'est pas possible. Oh là 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 là, excusez ma mauvaise humeur, les amis, mais vraiment, je n'en peux plus. Mais quoi vous voulez quoi, vous, les ronds de cuir? Je vais encore passer pour une porte en sortant de mes gonds, mais oh pétard, je suis furibarde. La dernière fois que j'ai été aussi furieuse, c'est quand j'ai pris conscience que les poches dans ma veste, c'était des fausses poches. Faut pas être taré pour coudre des fausses poches sur une veste juste pour décorer. Fumier de lapin, c'est comme les gommes qui gomment pas mais qui étalent les pigments sur la feuille. Toi, tu te fais chier écrire au crayon de papier pour gommer parce qu'à cause de ce putain de virus, tout n'arrête pas de changer tout le temps. On ne peut plus rien prévoir fermement. Et quand on est quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui aime les repères, pour ne pas dire une personne dans l'hyper-contrôle, c'est horrible. Parce que non seulement il y a toujours un con pour te regarder de haut et te dire « Oh, t'as encore un agenda papier !» Mais en plus, ta page de la semaine, elle est pleine de taches à cause de cette putain de grosse gomme qui te chie sur la feuille. Alors toi, tu pestes. Il y a toujours un connard qui s'est mis au yoga depuis 2 semaines pour te dire « Oh, t'étais vachement dans l'hyper-contrôle. Il faudrait que tu lâches prise. » Ben non, il faudrait pas que je lâche prise. Faudrait vraiment pas. Parce que si je lâche prise, comme tu dis, mec, je cours à poil dans la ville, je me bourre la gueule du soir au matin en bouffant du chocolat fourré de praliné à la pelle, je tue la vieille à la caisse qui m'a doublé et je baise avec tout le monde, d'accord? Oui. Donc laissez-moi m'organiser tranquillement avec mon agenda papier. Quoi? Pourquoi je suis furieuse? Eh bien parce qu'hier, les amis, jeudi 5 mai, c'était la journée mondiale de l'hygiène des nains. Et je suis choquée, car c'est absolument stigmatisant de sous-entendre parce qu'on est de petite taille, qu'on aurait une hygiène douteuse. Moi qui suis petite et qui prends les transports en commun, je passe ma vie sous les aisselles des grands, je peux vous affirmer que beaucoup schlinguent sévère. Et puis ça serait pas un petit peu facile de prendre le problème à l'envers systématiquement? Parce que s'il s'est avéré que les nains manquaient vraiment d'hygiène, les vrais responsables seraient les fabricants de lavabos, avec leurs normes trop hautes à la con. Tu peux pas mettre le pouce-mousse en hauteur et ensuite blâmer la personne de petite taille de laisser tomber l'hygiène. Mais déjà la méchanceté avait commencé avec cette célèbre pièce de Sartre, Les nains sales, qui avait enfoncé le clou de la bassesse. Donc, en tant que porte-parole des gens qui n'attrapent jamais rien en haut du placard, je m'insurge. Cette discrimination est dégueulasse. Constance? Oui, petit esprit facétieux, qu'est-ce qu'il y a? Hier, c'était la journée mondiale de l'hygiène des mains, avec un M comme moule. Oh, que c'est gênant de toujours tout comprendre de travers, j'en ai marre. Oui, c'est gênant, il faudrait que tu t'excuses maintenant. Oui, bah je m'excuse, voilà. Il faut que tu fasses plus attention quand tu lis tes sujets, sinon tu vas finir pour passer pour une débile.
Oui, tu as raison, petit esprit facétieux. Allez, je vais me rattraper. Demain, ce sera la journée mondiale des sages-femmes. Et c'est honteux, quoi. Nous, les femmes, nous ne serons jamais sages. Juste pour rassurer les phallocrates, nous, les femmes, nous sommes déraisonnables, libérées et indépendantes. Et ça vous fout les miquettes parce que vous êtes une bande de petites bites. Bon, ben moi, je vais y aller. Hein. Oui, c'est ça. Le monde périra à cause de gens comme toi, petit esprit facétieux. Les gens qui nient les problèmes en s'en lavant les mains. Constance, merci Constance. Et vous pouvez la revoir en vidéo, bien sûr, sur franceinter.fr. Guillaume Rosier, on va aborder cet autre thème avec vous qui vous a interpellé. Voilà 3 semaines que les pubs ont rouvert leurs terrasses en Angleterre et c'est l'euphorie car le pays craint à présent une pénurie de bière. Et même une grande marque qui limite les livraisons à 3 fûts par établissement. Mon Dieu, le cauchemar. Allons prendre le pouls d'un pub londonien. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Un peuple londonien. Une petite bière, on a soif. Oui. C'est de l'autre côté de la Manche. Le grand Jojo avec nous. Alors Guillaume Rosier, vous pouvez faire quelque chose et créer vite ma pinte ou comment ça peut se passer En fait, l'idée a été lancée la semaine dernière. J'ai fait un appel à développeurs. Bon, il n'y a pas beaucoup de développeurs. C'est vrai ? Ah non, là, vous ne déconnez pas, c'est vrai ? Donc, non, mais oui, la blague a été faite, mais non, on ne l'a pas lancée, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, ouais. Mais ce sujet d'actualité m'a fait très peur parce que je me suis dit dans une semaine dans 2 semaines qu'est-ce qui va se passer en France. L'euphorie. L'euphorie. La guerre civile, elle est là, ça va être à cause de ça. Mais faites des réserves. Alors avant vous êtes des réserves de PQ, maintenant on peut faire des réserves de bière. Voilà, donc on lance un appel aux gens, faites des réserves de bière dès maintenant. Ça va être en pénurie dans 2 semaines. Vous qui observez beaucoup les données, est-ce que c'est prévisible ? Est-ce qu'il y a une analyse qui est possible pour se dire il y aura pénurie ou pas ? Qu'est-ce qu'on va consommer ? Comment est-ce que ça peut se prévoir tout ça ? Ouais, si ces données-là étaient en open data, donc je fais le lien avec tout à l'heure, on pourrait. Non, mais en réalité, sérieusement, on pourrait faire des analyses extrêmement intéressantes. Mais à ma connaissance, ces données sont pas publiées. Ça pourrait être hyper intéressant que les commerçants. Les supermarchés ou je sais pas où vraiment publient ces données-là, ça pourrait permettre de voir ces phénomènes de pénurie, de voir. On saurait vraiment si l'achat de papier toilette était si conséquent que ça ou si c'était un cliché. Oui, mais ça pourrait permettre de faire des analyses aussi encore plus intéressantes pour voir par exemple quel est l'impact écologique de ce qu'on achète et comment ça évolue dans le temps. Ça pourrait être hyper intéressant de voir vraiment l'impact d'un produit ou d'une catégorie de produits, voir quelle quantité on en achète une année, l'année suivante, et voir si on va dans le bon sens. Donc là, c'est un exemple que je donne au hasard, mais je pense qu'il y a vraiment des analyses hyper pertinentes qui pourraient être faites. Et une meilleure répartition aussi, de pouvoir avoir pour les citoyens les données, les datas, ça permet de mieux répartir les choses, les produits, les richesses, les vaccins. Par exemple, les vaccins, bien sûr. Ces données-là sont publiées d'ailleurs pour les vaccins et c'est hyper intéressant de voir quels sont les départements qui ont eu le plus de livraisons et ça permet, j'imagine, de corriger les semaines suivantes pour répartir un peu mieux les doses de vaccins en fonction des besoins. Mais donc ça pourrait s'appliquer dans plein de domaines. Et la bière, rappelons que c'est un lubrifiant social. Donc s'il y en a moins, ça va être embêtant. Mais on sent que ça montre l'envie de retrouver l'autre. Mais bien sûr. Juliette, pour Guillaume Rosier, vous avez préparé un questionnaire de Parjupy-Proust. Sur l'échelle du meilleur geek de tous les temps, 10 étant Steve Jobs et 0 étant Jacques Chirac avec son mulot, à combien vous situez-vous ? -1. Je suis pas un geek. Non, mais si vous êtes pas un geek, alors c'est qui un geek ? Il faut donner la définition de geek. Alors allez-y. Soyons précis. Un type qui est quand même beaucoup avec des écrans. Ah ouais, alors là, 11. Ah, d'accord. Quelle est la data que vous n'avez pas encore collectée mais que vous rêveriez d'étudier ? Les bruits d'animaux. Ça pourrait être... C'est bien. Non, mais c'est joli. Parce qu'apparemment, il y a des animaux, beaucoup d'animaux, on a du mal à comprendre comment ils communiquent. Oui. Ça pourrait être hyper intéressant, du coup, qu'on ait des enregistrements de leurs sons ou autres, et qu'on puisse analyser ces sons pour essayer de comprendre ce que ça signifie. Oui, comme ça on saura enfin ce que nous racontent nos chats. Ah ouais, voilà. J'adore l'idée. Vous êtes également passionné de météo. Quel est votre indicateur météorologique préféré de tous les temps ? Evelyne Delia, François Hollande ou la marmotte d'un jour sans fin ? Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Moi, je vais dire Evelyne Delia parce que elle annonce la neige.
Et en tant que Savoyard, c'est important pour moi. Ah oui. Ouais, ça se comprend. Quel film parle le mieux à un ingénieur informatique? Est-ce que c'est Steve Jobs de Danny Boyle, The Social Network de Fincher, Matrix 2001 Odyssée de l'espace ou bien sûr Mon curé chez les nudistes? Bon, on va dire Odyssée de l'espace quand même. Ah, quand même, c'est bien. Quand même. Vous ne pouvez plus écouter qu'une seule chanson pour tout le restant de votre vie. Vous choisissez laquelle? Question impossible. Ah bah si, je viens de la poser. Donc si, elle est super possible. Dur. Oh là là, question 1. Je vais dire... je vais faire la promo Nisden. C'est un groupe, écoutez, qui est trop cool. Un groupe savoyard, d'ailleurs, d'origine savoyarde. Comme par hasard, allez, encore un qui pense écoute en boucle. Une découverte. Et je l'écoute en boucle. Qui de Nisden? Merci Juliette. Et merci Guillaume Rosier, il a 25 ans, il est ingénieur en informatique spécialisé en sciences des données et il a inventé plein de choses, Covid Tracker, Vaccin Tracker et Vite ma dose, qui nous est bien utile. On reçoit plusieurs messages sur Twitter pour dire merci, grâce à lui, j'ai trouvé un créneau pour une dose de vaccin. Cool. Eh ouais, bien sûr. Ça met 1 minute, ça met 10 secondes de trouver un créneau. La dose de vaccin, il y a des applications, c'est gratuit, c'est open source, le code il est libre, chacun peut consulter le code. Et Guillaume, avec Covid Tracker, on peut trouver le 06 de Constance? Merci à tous. Je laisse la boutique demain car je vous donne rendez-vous à Limoges avec Guillaume pour le salon Lire à Limoges. Donc demain, je vous laisse en compagnie de Juliette Arnaud et Alex Vizorek. Ça va nous faire du changement. France Inter en podcast, ce sont toutes vos émissions préférées à la carte. Very good tweet. C'est surtout à Paris King devient une sorte de dieu.